La révolution verte, elle a permis de nourrir les Chinois. Elle a permis de nourrir, pas tout à fait tous les Indiens, mais enfin, les 3/4 des Indiens. 750 millions, excusez du peu, c'est déjà pas mal. Bien, mais à quel prix? À quel prix? On a usé la planète. On a appauvri les terres, on a pollué les nappes phréatiques, on a salé les terres, on a fait rentrer l'eau de la mer dans les nappes phréatiques. Et effectivement, le bilan en termes de qualité de la planète est assez mitigé. En accroissant les rendements, on a pu éviter d'accroître les surfaces. Si l'on pouvait se nourrir plus à partir de la même surface, on n'avait pas besoin de défricher plus. Donc la Révolution verte, d'une certaine façon, a évité de défricher une grande partie de la forêt tropicale, qui est une réserve de biodiversité. Mais maintenant et dans l'avenir, le problème se repose à nouveau, puisqu'il faut continuer à nourrir une population croissante. Et la machine à déboiser s'est mise en route. En Amérique latine, au Brésil notamment, où l'accroissement des surfaces est tout à fait considérable, pour semer du maïs, c'est au détriment de la biodiversité, puisque les principales réserves de diversité biologique se trouvent dans les forêts tropicales. Il y a donc une richesse, une invention, pourrait-on dire, dans la nature, qui est le résultat de l'ensemble des mutations naturelles qui se produisent depuis que la vie existe, et que nous perdons à chaque fois que nous détruisons un peu de biodiversité. La population mondiale continue sa course en avant et réclame une nouvelle augmentation de la production alimentaire. Sur l'ensemble de la planète, si l'on enlève les zones froides, les déserts, les montagnes, ainsi que les forêts à protéger, les surfaces cultivables, ce que l'on constate avec le développement de cette nouvelle agriculture, c'est que les agriculteurs observent déjà beaucoup la nature, la comprennent déjà beaucoup, et lorsqu'ils sont aidés à aller plus loin dans cette compréhension, eh bien, ils sont très rapidement capables de piloter biologiquement et écologiquement les écosystèmes. Ce qui fait que le métier d'agriculteur va devenir un métier beaucoup plus intellectuel que par le passé et beaucoup plus attrayant aussi. Alors l'agriculture écologiquement intensive, bien évidemment, elle ne va pas produire beaucoup dans les régions dans lesquelles les potentialités offertes par l'écologie naturelle sont faibles. Dans les régions sahéliennes de l'Afrique, on ne va pas obtenir beaucoup plus que ce que l'on peut obtenir maintenant, sauf à trouver des techniques qui permettent de concentrer l'eau le plus possible et à ne pas perdre une seule goutte d'eau de la pluie qui tombe. En revanche, elle a des performances qui peuvent être exceptionnelles dans les régions où il y a de la bonne température en permanence, du soleil en permanence, de la pluie en permanence, c'est-à-dire dans le tropique humide. Là, on devrait obtenir des rendements considérables. C'est une agriculture qui favorisera les pays du tropique humide. Ce n'est que justice parce que ce sont en général des pays qui ne sont pas très riches. Dans les pays du tropique intermédiaire, dit tropique des savanes, on devrait aussi obtenir des rendements plus importants que ce qui est obtenu aujourd'hui. Dans les pays tempérés comme la France ou l'Europe, on devrait au mieux obtenir des rendements équivalents à ce que l'on obtenait avec l'agriculture conventionnelle. Donc au total, c'est une agriculture qui est réaliste, mais qui va demander encore beaucoup d'efforts du côté de la recherche. Mais je le répète, c'est une agriculture, à la différence de l'agriculture biologique, qui ne s'interdit pas de manière subsidiaire d'utiliser, par exemple, des engrais lorsque la fertilité est insuffisante, d'utiliser des produits phytosanitaires lorsqu'il faut sauver une récolte, bien sûr à la condition qu'il y ait compatibilité entre la technique fondée sur l'écologie et la technique qui utilise des moyens chimiques. Il faut s'en occuper de l'agriculture et c'est le plus beau dossier possible du XXIe siècle. Parce que quand on y pense, les agriculteurs, ils peuvent dire à la société, attendez, c'est simple, vous voulez manger, c'est nous. Vous voulez de l'eau pure, c'est nous. Vous voulez qu'on fixe le gaz carbonique pour faire de l'oxygène, c'est nous. Vous voulez vivre longtemps en bonne santé, c'est nous. Et en plus, vous voulez un peu d'énergie pour votre voiture, c'est nous. Alors c'est quand même pas mal ça, non?
Bon, et puis vous voulez vous promener dans une campagne accueillante. Ben alors, mettons-nous autour d'une table et disons cette chose simple, on va affronter les vrais problèmes du XXIe siècle et aux avant-postes de ces vrais problèmes, il y a le héros du XXIe siècle, le paysan. Donc je vais vous parler des définitions et les interprétations en France et dans d'autres pays, parce que c'est très dépendant du pays, parce qu'il y a toujours une histoire derrière comment l'agroécologie s'est développée dans les différents pays. Donc, comme j'ai déjà dit, il y a des interprétations très diverses. Bon, soit c'est une pratique, soit c'est une discipline scientifique, ou ça peut être aussi un mouvement. Et il y a quelquefois des mots qui sont utilisés soit comme synonymes, et qui sont toujours évoqués un peu avec l'agroécologie. J'ai mis quelques-uns, il y en a d'autres, comme agriculture durable et agriculture biologique, agriculture raisonnée ou agriculture à base entrante. Où l'agroécologie, c'est un mariage entre l'agronomie et l'écologie. L'agroécologie prend en compte les savoirs paysans, les pratiques traditionnelles, où de plus en plus, on parle aussi d'un rapprochement d'agriculture en consommateur en agroécologie. On va avoir une présentation sur ça de Patrick Mondler. Quelquefois, il y a aussi des choses qui sont évoquées comme la permaculture et éco-construction qui rentrent tous dans l'agroécologie. Donc vous voyez, on met presque maintenant tout. Donc l'agroécologie commence déjà dans les années 1930. Donc dans beaucoup de publications, c'est évoqué à partir des années 60 ou 70. C'est pas vrai. Ça commence beaucoup plus tôt. Et au début, c'était clairement seulement une discipline scientifique. À partir des années 60, comme il y avait des mouvements écologiques contre la culture conventionnelle ou industrialisée après la Révolution verte, et qui ne prenaient pas trop en compte les enjeux environnementaux, et aussi des politiques qui n'ont pas pris en compte aussi les problématiques, par exemple les pesticides, ou les enjeux sociaux de petits paysans. Il y avait des mouvements qui s'est créés. Avant, c'était plutôt les mouvements écologiques, mais au fur et à mesure, c'est devenu des mouvements agroécologiques. Donc, on a un nouveau courant qui s'est créé. Bon, la science a toujours continué. Et fortement lié avec le mouvement, mais aussi avec la science, il y avait des pratiques qu'on a appelées des pratiques agroécologie. Donc là, vous voyez un peu l'évolution des publications, parce que ça indique aussi un peu comment ça a été utilisé au fur et à mesure dans les publications, ou les noms agroécologie ou agroécologique. On a fait une analyse au-dessus, en recherche des titres et des bouquins, mais aussi des articles. Bon, vous avez le nombre des publications, et ça commence ici 1928, jusqu'à 2010. Là, j'ai rajouté encore les lignes, et vous voyez. Au début, il n'y avait pas grand-chose. Quelquefois, il y avait une publication. Mais à partir des années 80, ça a vraiment commencé d'augmenter énormément. Et maintenant, on peut dire les dernières années, ça explose. Ça, ce qui concerne le mouvement d'agroécologie en France, on ne peut pas clairement dire quand il y avait vraiment le démarrage des mouvements agroécologiques. Mais on peut citer un qui est souvent cité, si on parle d'agroécologie en France, Pierre Rabhi, qui est un écrivain français, paysan et environnementaliste, d'origine d'Algérie. Donc pour lui, c'est la terre-mère et ces organismes qui doivent être respectés, qui sont très importants. Donc lui, il propose d'appliquer des techniques agroécologiques qui sont inspirées des processus naturels pour avoir une production durable. Donc pour lui, c'est très important d'avoir des solidarismes et des humanismes. Donc lui, il a aussi travaillé principalement avant en Afrique, et maintenant il s'est installé en France installé ça, je ne sais pas exactement, mais il a créé en 1993 un centre dans la Drôme et qui se préoccupe maintenant de l'agroécologie en France. Bon, il touche les foules, convainc la population du bien fondé de l'agroécologie,
Par contre, bon, ça c'est mon interprétation un peu, sa vision de l'agroécologie est très réductrice quand même. Parce que bon, il limite l'agroécologie à des pratiques issues de l'agriculture biologique, donc c'est pas, il dit pas qu'il faut convertir en agriculture biologique, mais des pratiques sans utiliser des pesticides chimiques ou des engrais chimiques. Avec des contraintes encore beaucoup plus poussées et très marquées. Ils disent aussi on a besoin d'une autonomie de la population, donc pas être trop en lien avec les grandes entreprises qui fournissent l'engrais et trucs comme ça. On a, depuis 1930, on a un certain travail scientifique en agroécologie, pas toujours en utilisant tout de suite le terme agroécologie. Et en particulier aux États-Unis, ça a commencé un peu avec les mouvements environnementaux au début des années 1960, en particulier contre l'impact des substances toxiques sur l'environnement. Et ça, d'un côté, ça a aussi contribué au développement de la discipline scientifique de l'agroécologie, parce que les gens ont dit il faut mettre en place des nouveaux expérimentation, il faut qu'on travaille autrement ou qu'on fait une recherche différente, et pas seulement pour produire le plus possible, mais produire d'une manière un peu en respectant aussi l'environnement. Depuis les années 90, il y avait vraiment un développement fort de l'agroécologie qui s'est installé aux États-Unis, une agroécologie comme une science, avec, comme j'ai déjà évoqué, Altieri, Kliesmann et d'autres, et souvent basé sur la recherche sur les agroécosystèmes traditionnels. Donc, par exemple, les deux, là, eux, ils ont travaillé particulièrement en Amérique latine. Donc, ils ont plutôt analysé les systèmes traditionnels. Après, ils sont revenus aux États-Unis pour travailler sur l'agroécologie. Et on trouve un peu la même histoire pour la France avec les serrages. Donc l'agroécologie en Brésil, parce que là c'est plutôt une autre histoire, ça a commencé avec les mouvements. Donc depuis les années 70, là il y a un exemple, Via Campesina, maintenant il y a beaucoup plus d'autres, mais ça c'était un des premiers. C'est un mouvement des paysans, des sans-terre, des peuples indigènes et des travailleurs agricoles. Et depuis maintenant, depuis les années 80, l'agroécologie s'est établie aussi comme pratique d'aide aux paysans, par exemple pour améliorer la fertilisation du sol. Donc très basé sur les savoirs locaux, indigènes et les pratiques traditionnelles. Et depuis 2006, il y avait aussi une définition un peu officiellement donnée par le ministre de l'Agriculture, que l'agroécologie est une science, mais l'agroécologie doit être aussi la fondation pour la promotion de l'agriculture durable et du développement rural. Donc il y a une forte lien entre les mouvements et l'agroécologie et le développement rural en Brésil. Bon, maintenant je vais vous attaquer avec quelques définitions. Donc je vais faire ça rapidement pour vous montrer un peu comment les définitions ont aussi changé. Donc Altieri a une approche scientifique pour la gestion alternative de l'agroécosystème. Aussi mentionner une discipline basée sur les principes de l'écologie pour étudier, conserver et gérer les agroécosystèmes. Après, ça a commencé avec Kliesmann. Lui, il est plutôt l'application des concepts aussi pour gérer, conserver les agroécosystèmes durables. Donc vous voyez, c'est toujours le cible, c'est l'agroécosystème. Et l'agroécosystème, ce n'est pas seulement l'exploitation, ça peut être plus large, un territoire. Il y a un Danois qui dit clairement c'est une discipline à l'interface de l'agronomie, l'écologie, sociologie, économie. Donc vous voyez déjà maintenant, ça devient plus large. Et Francis, j'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est la définition la plus large maintenant, l'étude, l'intégré de l'écologie du système alimentaire. Donc
Ce n'est pas seulement la production, ça fait le lien au système alimentaire ou la filière. Bon, pardon, c'était trop vite. Qui prend en compte les dimensions écologiques, économiques et sociales. Et le dernier bouquin, bon, c'est la science de l'application, donc il revient sur l'application. Et maintenant, ils disent aussi de la conception et de la gestion des systèmes alimentaires durables. Et donc vous voyez maintenant, le système alimentaire durable est devenu un cible de l'agroécologie. Et finalement, depuis 2003, l'agroécologie du système alimentaire, où on ne regarde pas seulement la production au niveau de la parcelle ou dans un agroécosystème, mais aussi les interactions, les échanges avec la société, la politique, l'environnement bien sûr, et l'économie. Donc maintenant, on met un peu tout dans l'agroécologie. Si on regarde ça maintenant dans une perspective historique aussi, ça c'est les différentes décennies, si on commence avec 1930, l'échelle, la parcelle ou le champ, après l'exploitation de l'agroécosystème et le système alimentaire, les différentes disciplines qui étaient liées à l'agroécologie et un peu les différents sujets qui ont été traités. Donc on a toujours eu cette approche parcelle dans l'agronomie, zoologie, écologie et physiologie. Par exemple, pour la protection des cultures, comment on peut gérer les parasites, la gestion générale de la culture et du rendement. À partir des années, comme j'ai déjà évoqué, 1970, l'agronomie et l'écologie ont continué d'être pertinentes, mais il y a la géographie qui a commencé aussi d'être en lien avec ça. Pour l'analyse de la gestion des agroécosystèmes, et souvent c'était utilisé aussi pour zonage de l'occupation du sol, du territoire ou des agroécosystèmes. Et finalement, en intégrant aussi la sociologie et la socio-économie, on est arrivé au système alimentaire avec la gestion des agroécosystèmes durables. On regarde la gestion de la biodiversité et le développement rural. Maintenant, on a les trois approches. Donc si je remets tout ça ensemble dans un schéma, aujourd'hui, on peut dire que l'agroécologie a trois interprétations principales. C'est la discipline scientifique, le mouvement et la pratique. Au niveau de la discipline scientifique, il y a trois approches. Une au niveau de la parcelle, au niveau de l'agroécosystème et au niveau du système alimentaire. La pratique, normalement, ça reste plutôt au niveau de la parcelle, mais si on dit qu'il faut intégrer un peu plus aussi, faire les liens entre l'élevage et les cultures, ça revient plutôt aussi au niveau agroécosystème. Le mouvement, on peut bien distinguer entre l'environnementalisme, c'est plutôt la problématique pesticides, et aussi développement rural au niveau d'un agroécosystème. Mais on a aussi maintenant les mouvements sociaux ou politiques pour une agriculture durable. Donc finalement, on peut clairement dire, il y a chacun interprète un peu comme il veut, mais il reste quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, les trois interprétations clés et à différentes échelles qui fait la grande diversité d'agroécologie aujourd'hui. Nous avons besoin des végétaux pour vivre. Depuis l'apparition de l'agriculture, les plantes cultivées ont, elles aussi, de plus en plus, besoin de notre aide. Pourtant, les plantes ne nous ont pas attendus pour pouvoir trouver des éléments nutritifs, se protéger des ravageurs et se faire une place au soleil. Pour assurer leur survie, depuis des millénaires, elles tissent des relations étroites avec les êtres vivants qui les entourent. Et nous commençons tout juste à en découvrir les mécanismes.
Une meilleure compréhension de ces interactions secrètes ouvre d'intéressantes perspectives pour l'agriculture. C'est le constat qu'a fait Marc Dufumier, professeur émérite à AgroParisTech, après 40 ans de recherches agronomiques aux 4 coins du monde. J'ai vraiment envie aujourd'hui de m'exprimer sur le bien fondé de cette agriculture intensément écologique qui reconnaît que l'objet de travail de l'agriculteur, ce n'est plus seulement une plante, ce n'est plus seulement un sol, c'est un écosystème complexe, certes aménagé par l'agriculteur, mais beaucoup moins fragilisé qu'avec l'agriculture industrielle, et un agriculteur aussi qui retrouve un sens de ce qu'est vraiment l'agronomie. En 2 mots, l'agriculture qu'il convient de promouvoir pour demain en Europe, je la qualifierais volontiers d'agriculture intensément écologique. On disait autrefois écologiquement intensive. Ça fait peur le mot intensif, mais il s'agit d'une agriculture qui fera un usage intensif des rayons du soleil. C'est quand même les rayons du soleil qui sont à l'origine de la photosynthèse. Enfin, c'est la plante qui est capable d'intercepter l'énergie solaire et de transformer cette énergie solaire en énergie alimentaire. Si plus un rayon du soleil ne tombe à terre et tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles qui transpirent, on accroît les rendements. Il y aura évidemment dans les associations végétales aussi des légumineuses qui utiliseront une partie de l'énergie de cette photosynthèse pour fabriquer des protéines végétales, pour éventuellement permettre la fertilisation azotée des sols pour la culture suivante, et à coup sûr, ça nous évitera d'importer du gaz naturel russe et norvégien pour épandre de l'urée, de l'ammonitrate et des sulfates d'ammonium. Et donc il y a bien, oui, un rendement énergétique bien supérieur. Raphaël Baltassa produit du lait pour faire du reblochon. Ces vaches sont nourries avec des aliments très diversifiés, cultivés en mélange. Elles sont en train de manger leur casse-croûte du matin. Donc c'est de l'herbe qui est d'une prairie qu'on a semée l'année dernière. Donc ça c'est le régran anglais, qui est qui est une des plus communes dans les prairies, quoi. Là on a du trèfle violet. Donc les légumineuses sont plus étalées, elles prennent plus de surface au sol, donc elles limitent l'enherbement quand même par rapport à une prairie de graminées pure. Dans ce mélange-là, on a semé à peu près 7 espèces différentes. C'est pour cumuler les avantages de différentes plantes. En fait. Il y a des plantes qui ont leur vertu pour les vaches, qui sont appétantes, d'autres qui sont un peu plus productives, certaines qui supportent bien les années sèches, d'autres mieux les années humides, donc ça fait un équilibre entre tout ça. La prairie sert à nourrir les vaches qui vont non seulement produire du lait, mais produire du fumier qui pourra être mis sur les céréales. Voilà. Donc les céréales fournissent de la paille. Donc c'est une espèce d'ensemble qui s'équilibre et qui fait qu'on arrive quand même à produire un grand nombre d'aliments différents, enfin, en tout cas plusieurs céréales différentes, du lait, de la viande, etc., sans apport d'intrants extérieurs. Donc sans engrais chimiques et sans désherbant. Pour nourrir les vaches en hiver, Raphaël cultive aussi un mélange de 3 espèces associées, triticale, avoine et pois. La nature, si on la laisse faire, elle a tendance à augmenter la diversité. Donc on peut essayer de la copier un peu dans nos champs en essayant de diversifier aussi les plantes qui y sont semées. On fait un mélange qui n'est pas encore extrêmement élaboré, qui a 3 plantes. C'est pas énorme, mais c'est quand même encore assez peu de gens qui font ça malgré tout, à part en bio. Donc alors le triticale ici,
qui est quand même qui a des tout petits épis pour cette année. Bon, c'est l'année 2011 qui a voulu ça, quoi. Surtout qu'on est sur un terrain qui est très gravier, donc il a souffert du sec énormément. Voilà. Après il y a l'avoine qui est dessous, qui vient des pieds. Donc là on a le pois avec les petites graines à l'intérieur qu'on peut déjà sentir avec le doigt et qu'on devine à l'extérieur. Un des problèmes du pois, c'est que s'il est tout seul, il rampe au sol et puis c'est dur à récolter. Donc là il pourrait rester bien aérien en se servant du triticale surtout comme tuteur. Il a des petits filaments qui viennent enrouler autour de... Là on le voit bien. Qui vient enrouler autour des tiges du triticale. Donc ça lui permet de rester droit alors que sinon il serait au sol. Et lui, en échange, il lui amène de l'azote pour sa croissance. C'est pour nous une assurance rendement parce que c'est une culture par rapport à l'orge qu'on sait qui fait en moyenne sur 5 ans, depuis 4 ou 5 ans qu'on fait ça, il fait quasiment le double de rendement de l'orge, à la fois en grain et en paille. Et ça se moissonne à la moissonneuse batteuse normale. Ça effraie un petit peu les moissonneurs quand ils n'y ont jamais fait, mais en fait ils s'aperçoivent qu'il faut qu'ils soient assez fins dans leur réglage, mais ils y arrivent à moissonner sans problème particulier, quoi. Ils avancent aussi vite que 2 ans à blé par exemple, et puis si les réglages sont bien faits, ils n'ont pas de perte non plus. Donc, voilà. Et ça, on en sème autant qu'on peut. Il y a toujours des éleveurs dans la région qui sont intéressés pour avoir de ce mélange-là, quoi. Même si on ne peut pas y vendre à la coopérative parce qu'ils n'achètent pas de mélange, il y a toujours des gens dans le coin qui sont preneurs pour des mélanges de ce type. Ce mélilot qui a été cultivé comme engrais vert et dont voici un plant qui a été arraché par les outils de travail du sol. Ce mélilot possède à la surface de ses racines des petites boules qu'on appelle des nodosités. Alors celles-ci sont toutes petites, on ne les voit pas à l'œil nu, mais avec une loupe, on peut les distinguer. Cette racine de mélilot, qui est déjà longue, voici sa longueur, enfin la longueur qui a été extraite du sol, parce que dans le sol elle était certainement beaucoup plus importante, elle a été cassée. Eh bien cette racine porte donc ces fameuses nodosités qui contiennent des bactéries qui fixent l'azote qui se trouve dans l'air du sol. Donc une des pistes évidentes pour une agriculture naturelle et productrice, eh bien, c'est de cultiver des légumineuses. Les raisons agroécologiques de pratiquer ces mélanges sont multiples et sont déjà éprouvées. Mais il est clair que pour trouver un débouché pour ces mélanges, il va falloir aussi promouvoir des agro-industries de petite dimension, de dimension artisanale. Parce que l'agro-industrie a investi des sommes absolument considérables dans des processus industriels standards. Et le propre de l'agro-industrie, pas seulement en France, mais dans tous les pays du monde, c'est de demander des matières premières. Donc s'il vous plaît, pas de diversité, un produit standard. Et donc, ça ne se prête pas du tout à la livraison de produits dans lesquels il y aurait des mélanges, et d'un agriculteur à l'autre, la composition du mélange serait différente et tout. Ça leur est insupportable. On a appris que la biodiversité était une richesse et on parle de plus en plus de biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est à nous, en tant qu'agriculteurs, à l'encourager. On ne fait pas de la biodiversité pour faire de la biodiversité, on fait de la biodiversité parce que c'est un outil utile qui peut nous apporter des services. Alors il y a deux phrases qui sont essentielles là-dessus, la nature apportera toujours la diversité que l'agriculteur ne voudra pas mettre dans les parcelles. Donc ça c'est clair, c'est à nous d'apporter le maximum de diversité, sinon on sera toujours en lutte parce que la nature essayera d'en mettre. Un exemple très simple, c'est que si on laisse une parcelle nue, il y a plein de plantes qui vont arriver de manière spontanée. Donc en fait, en mettant des couverts et une multitude d'espèces, en fait, on fait une forme de pacte avec la nature. Bon, on veut plusieurs espèces, on va mettre plusieurs espèces, mais on va décider d'une certaine manière des espèces qu'on va mettre. Alors c'est à nous de comprendre les mécanismes écologiques et d'arriver à juxtaposer les plantes correctement comme un pulse habile, quoi. Le colza que vous voyez, il a été semé le 28 août. C'est un colza qui a été semé en associé avec du tournesol, du pois, de la caméline. Il y avait du sarrasin et il y avait de la vesse. Donc il y a eu 0 désherbage, aucun insecticide, aucun fongicide.
semées fin août, seuls le colza et la vesse ont survécu à l'hiver. Les autres plantes du mélange sont mortes, laissant ainsi un sol propre au printemps. Vous voyez, on a cherché aussi dans cette parcelle-là associer de la vesse avec. Donc on a laissé, l'objectif c'était d'essayer de faire monter la vesse sur le colza. Alors ça a très bien marché. Alors aujourd'hui c'est beaucoup moins visible parce que ça fleurit jaune et après ça fleurit mauve. L'idée c'est d'essayer de récolter les deux parce que si on peut se faire un peu de vesse, sur le colza, on est toujours en train de chercher des semences pour le reste, quoi. Ce sera plus facile à ramasser que des vesses. Pour utiliser en couvert, quoi. Ouais, ça nous fait un stock. On va voir déjà comment ça va se récolter quand on va être au bout, mais on va recommencer l'année prochaine et on va peut-être densifier un petit peu la vesse dans le système. Et pour l'instant, ça a bien marché. Et vous voyez une parcelle non désherbée. Les mélanges d'espèces, mais aussi les mélanges de variétés au sein d'une même espèce, limitent l'enherbement et augmentent le rendement global. C'est ce qu'a constaté l'équipe de recherche participative Pays Blé qui travaille en agriculture biologique. À ma droite, j'ai une variété moderne qui est courte. À ma gauche, j'ai un mélange de variétés anciennes à paille haute qui a versé. Et quand on la met debout, ça donne ça. Donc ça, c'est quoi? C'est différent en fait. Ça, c'est un mélange de variétés population, de variétés anciennes. Et de l'autre côté? Et de l'autre côté, c'est du blé moderne, une lignée moderne. Donc, tu veux voir la taille? Ça m'arrive ici. Alors, au niveau des mauvaises herbes, on semble observer une tendance qui est que la variété moderne à paille courte a beaucoup plus de mauvaises herbes développées. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Ça, regarde ce que j'ai ramassé là, une luzerne. C'est assez conséquent en fait, hein. Elle est très développée. J'en ai pas trouvé de développée sur les variétés à paille haute. J'ai eu que des petits bouts comme ça. Et donc on suppose, une hypothèse de travail, c'est quand même que les pailles hautes font beaucoup plus d'ombre en fait sur le sol que les pailles courtes. Et donc les adventices ayant moins accès à la lumière, elles se développent moins. C'est l'agriculteur chez qui on est ici. Il a fait un mélange de variétés modernes, donc qui sont plus basses et qui ne versent pas, avec un mélange de variétés anciennes, de populations qui sont plus hautes. Et en fait, là, pour le coup, comme les variétés hautes sont beaucoup moins nombreuses, et qu'elles ont en fait les variétés modernes, entre guillemets, pour les tenir, et ben, tout le champ tient jusqu'à maintenant, quoi. L'idée, elle est bien quand même de sélectionner des variétés adaptées aux conditions agroécologiques du coin. Et donc, ce n'est pas forcément des variétés qui pourront diffuser sur des quantités d'hectares. Donc, ça restera une sélection paysanne. Encore faut-il autoriser les paysans à la faire et pourquoi pas permettre à ces agriculteurs d'échanger entre eux ces mêmes variétés. Les végétaux sont nécessaires aux insectes. Ils les abritent et les nourrissent. Certains leur sont utiles, d'autres nuisibles. Heureusement, dans notre monde complexe, les ravageurs des cultures ont eux-mêmes des ennemis, que l'on nomme auxiliaires. Loin d'être passive dans cette chaîne alimentaire, la plante cultivée peut jouer un rôle clé en coopérant avec les insectes auxiliaires pour assurer sa protection.
Au GAEC de la Rosée du Matin, des agriculteurs participent à une formation sur les insectes. Pour protéger ses légumes contre les ravageurs, Jean-Michel Guyot utilise la lutte biologique. Les insecticides chimiques ont été remplacés par des insectes auxiliaires. Personnellement, j'ai commencé par de la lutte biologique, c'est-à-dire acheter des petites bêtes qui allaient manger des bêtes bien précises. Et puis très rapidement, on s'est aperçu que une fois qu'on avait acheté les bêtes, qu'on avait mis dessus, on disait putain, bon, il y a des pucerons, mais on va peut-être éviter d'aller leur mettre sur la figure. Et on a vu d'autres problèmes se résoudre. On avait par exemple des soucis il y a quelques années avec les alerodes, notamment sur la tomate, parce que la tomate, on voyait qu'il y avait 2-3 pucerons, il va falloir que ça se développe, donc on mettait un petit coup d'anti-puceron, et puis du coup on devait faire pas mal de dégâts, et une fois qu'on a arrêté de faire le petit coup d'anti-puceron du départ, on a vu que les alerodes n'avaient plus. Pour peu qu'on veille à les accueillir, une grande diversité d'insectes sont naturellement présents dans les exploitations. Donc là, il y a une attaque de pucerons sur ce bouton, on le voit bien. On voit toutes les traces blanches, ce sont les exuvies, les anciennes peaux du puceron. Et au milieu, tu vois des mini-guêpes qui ont pondu leurs œufs dans les pucerons. Donc le puceron a été momifié, consommé de l'intérieur. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que déjà, dès qu'il a été piqué par la mini-guêpe, le puceron il est devenu inactif. C'est plus du tout, il n'a plus une action nuisible à la culture. Et de là, va émerger une nouvelle guêpe qui va aller pondre à son tour dans d'autres pucerons. Conscients de leur aide précieuse et spontanée, certains agriculteurs élèvent des insectes auxiliaires. Dominique Vianney dit avec humour à ses collègues qui viennent se former chez lui que les serres se transforment ponctuellement après la récolte en une unité de production d'auxiliaires. C'est le cas de cette serre de persil dont les fleurs nourrissent des guêpes parasitoïdes. Si tu veux, je l'ai planté au mois de septembre. Pendant tout septembre, tout l'hiver, je l'ai récolté. Au printemps, j'ai refait une coupe. Et après, dans mon système, je n'en ai pas besoin. Donc j'ai deux solutions. Soit tout de suite, je le broie. C'est pas mon choix. Mon choix, c'est vraiment d'avoir éventuellement de profiter d'un dernier service qu'elle peut me rendre. C'est une unité de production d'auxiliaires, quelque part. Et c'est d'autant plus intéressant qu'ils sont faciles à attraper. Alors qu'en plein champ, c'est illusoire de vouloir attraper des micro-guêpes comme je viens de le faire, quoi. Et donc, vous voyez, si vous faites ça... Un flacon à 20 €. Voilà, 20 €. Non, mais c'est dingue parce que ça va super vite. Vous voyez, elles sont dans la boîte. Je veux dire, pourquoi quelqu'un qui produit des courgettes, pourquoi ne pas intégrer dans son processus d'acte culturel, de paysan professionnel, ce type de geste? Et souvent, je me rends compte qu'il faut le faire pour les collègues, quoi. Donc je me suis posé la question pourquoi. C'est que même en mon camp, les gars, ils ne se jettent pas sur l'aspirateur. Ah, et il est dedans. Le chrysope, ceux qui ne connaissent pas, là. Les chercheurs ont récemment découvert le rôle important que jouent les odeurs émises par les plantes pour attirer les insectes.
on essaie de comprendre comment les insectes se comportent, donc à la fois les ravageurs, pourquoi ils vont choisir de venir sur tel ou tel champ, sur telle ou telle plante, sur telle ou telle parcelle, et également les auxiliaires, qu'est-ce qui va les attirer, qu'est-ce qui va les faire venir sur ces plantes qui sont attaquées. Et donc c'est en fait là qu'on s'est rendu compte depuis quelques années que les insectes, en fait, c'est des organismes qui s'orientent grâce à des odeurs. Les odeurs, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous, on est très très démunis par rapport à ça. On a un sens qui est assez peu développé de l'olfaction. Par contre, les insectes, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et donc, dans cette interaction entre la plante, l'herbivore, qui peut être un ravageur, et les auxiliaires, eh bien, il va y avoir des odeurs qui vont jouer un rôle extrêmement important pour le choix des ressources. Et donc les ressources, en l'occurrence, étant soit des plantes, soit des hôtes ou des proies pour ces auxiliaires. Anne-Marie Cortesero et son équipe s'intéressent aux plantes de la famille des crucifères. Ce sont les choux, navets, brocolis et radis, entre autres. Leur principal ravageur est une mouche qui peut causer d'importants dégâts sur les cultures. Et cette mouche du chou, en fait, elle passe l'hiver dans le sol, à un stade qu'on appelle le stade pupe. Et au printemps, elle va sortir du sol et puis elle va rechercher des plantes où elle va aller déposer ses œufs. En fait, quand on se met dans la peau d'une mouche, ou en tout cas quand on essaye, on va arriver en fait en plein vol au-dessus de notre parcelle. Et puis à ce moment-là, la mouche va devoir faire un choix en fait pour savoir sur quelle plante elle a intérêt à pondre ses œufs en fait. Donc au moment où elle fait ce choix, elle va se servir de signaux en fait visuels. Elle va voir l'état de la parcelle. Elle va dire ici il y a des zones vertes, donc j'ai intérêt à aller dessus, parce que là on va trouver des plantes sur lesquelles je pourrais pondre. Et puis ensuite, elle va avoir d'autres signaux donc de type olfactif, elle va les sentir. Et donc là, ça va se jouer au niveau des plantes qui, selon les variétés et selon les espèces, vont dégager des bouquets d'odeurs dans l'environnement différents. Et donc c'est cette différence que va percevoir la mouche pour se dire qu'elle a intérêt à les pondre sur telle plante plutôt qu'une autre. Elle va se poser sur une feuille et ensuite elle va descendre pour aller pondre ses œufs à ce qu'on appelle au niveau du collet ici. Et donc les larves qui vont sortir de ces œufs, qui vont éclore, elles vont pénétrer dans la racine et creuser des galeries en s'alimentant de cette racine et puis causer des dégâts importants au niveau de ces racines qui se transforment petit à petit pratiquement en gruyère si on laisse faire les choses comme ça. Et à la fin de son cycle, juste avant de se nymphoser, de se transformer en mouche, elle va sortir du navet et s'empuper. Et c'est à ce stade-là que l'auxiliaire va pouvoir parasiter, va pouvoir attaquer la mouche. Un petit staphylin, nommé Aleocara, est un insecte auxiliaire des cultures doublement intéressant. L'adulte se nourrit des œufs de mouche et la larve parasite les pupes. La larve d'Aleocara perce la pupe et entre à l'intérieur. Elle mange la mouche qui s'y trouve et se développe à sa place. C'est alors qu'un Aleocara adulte sort à la place de la mouche. Lorsqu'il y a suffisamment d'Aleocara sur la parcelle, la régulation biologique qu'ils exercent sur les mouches évite à l'agriculteur les gros dégâts. La plante a elle aussi son rôle à jouer. Une plante qui est attaquée par un insecte qui va se nourrir de cette plante
elle ne va pas être passive par rapport à cette attaque-là, elle va se défendre. Et donc au niveau d'une plante, que ce soit un brocoli comme ici ou un maïs ou un blé, quelle que soit la plante concernée, elle va mettre en place 2 stratégies de défense essentiellement. Une stratégie de défense directe où elle va synthétiser des composés toxiques qui vont empêcher le bon développement du ravageur. Et puis elle va mettre en place en fait une stratégie de défense indirecte. Et donc ça, c'est des choses qui ont été découvertes dans les années 1990 et qu'on a bien décryptées depuis. Donc la plante qui est attaquée va réagir en produisant des molécules qui vont être émises par les feuilles de la plante en quantité extrêmement importante, des molécules qui ne sont pas présentes lorsque la plante n'est pas attaquée, qui vont se diffuser dans l'environnement, dans l'air, et qui vont attirer justement ces insectes auxiliaires pour éviter d'avoir de trop grandes populations de mouches. Alors que nous venons seulement de découvrir la capacité des plantes à émettre des odeurs quand elles sont attaquées et ainsi attirer des auxiliaires, nous réalisons déjà que la plupart des variétés modernes sélectionnées pour l'agriculture industrielle ont perdu ce potentiel. En fait, on s'est rendu compte que par la sélection artificielle qu'on met en place pour avoir des plantes plus précoces ou qui ont des fruits de tel ou tel aspect ou des pommes par exemple pour les brocolis plus ou moins denses, etc., etc. Donc on va sélectionner sur un certain nombre de critères de qualité. Eh bien, on a un petit peu oublié ces aspects de défense naturelle des plantes. Et pour un certain nombre de plantes, on s'est rendu compte que des plantes qui étaient sélectionnées naturellement, donc des plantes sauvages, étaient beaucoup plus attractives pour ces auxiliaires que des plantes qu'on avait sélectionnées pendant des années pour d'autres caractères. Et donc les recherches actuelles s'orientent un petit peu sur des aspects de plantes qu'on pourrait sélectionner pour renforcer leur attractivité vis-à-vis des auxiliaires. Chaque année, à La Réunion, l'ensemble des acteurs du monde agricole rencontrent le même problème. Les cucurbitacées, les melons, les pastèques, les citrouilles, les courgettes sont dévastés par les mouches des légumes. Les techniques de protection actuelles, qui consistent en un épandage massif des produits chimiques, sont très peu efficaces et sont nuisibles pour la santé et l'environnement. Notre objectif dans ce projet est d'apporter aux agriculteurs une méthode alternative de lutte contre les mouches des légumes. Les techniques doivent se concentrer autour de 3 principales méthodes. La première, c'est la prophylaxie, c'est-à-dire le ramassage régulier de fruits qui ont été piqués par les femelles et qui sont tombés à terre. La deuxième, c'est l'utilisation de plantes pièges qui piègent les insectes en dehors de la parcelle. La troisième pratique consiste en un piégeage massif de mâles à partir de pièges sexuels qui sont disposés autour de la parcelle. Cette pratique consiste en un ramassage régulier des fruits piqués par les mouches et donc infestés d'asticots. En ramassant les fruits et en les détruisant, on va empêcher la multiplication des mouches. Une mouche peut donner des centaines de descendants en moins d'1 mois et 1 mois plus tard, on en aura des milliers. Ces fruits piqués deviennent de véritables foyers de multiplication des mouches des légumes. Il faut passer dans la parcelle, ramasser les fruits piqués régulièrement toutes les semaines, et cela dès les premières piqûres. Il existe plusieurs méthodes de destruction des fruits piqués. Mais la méthode la plus recommandée et la plus efficace reste l'utilisation de l'ogmotorium. En mettant les légumes piqués dans l'ogmotorium, on empêche la sortie des mouches, ainsi on casse le cycle de la reproduction. L'intérêt de ce système est que, grâce à un grillage adapté, il va retenir les mouches mais laisser s'échapper les insectes utiles de plus petite taille. Alors tous les 2 ou 3 jours, je passe dans ma parcelle et je ramasse, je casse tous les fruits piqués et je les mets dans le motorium. La prophylaxie, c'est la base de tout le paquet Gamour.
Une courgette ramassée et placée dans l'augmentorium, c'est 400 mouches éliminées. Là, on voit de l'effet. Ah ouais. Pour ramasser les fruits dans une parcelle de 50 goulettes à peu près, quoi, il faut quand même un bon quart d'heure. Hein. Un quart d'heure, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais ça vaut la peine. On paie du temps sur un côté, mais on rattrape ça sur les produits, hein, les produits sanitaires, puisqu'on ne met plus de produits sanitaires du tout. Contrairement à ce que l'on peut imaginer, les mouches des légumes passent très peu de temps sur les cultures. Le plus souvent, elles se trouvent sur les bordures, les plantes avoisinantes, où elles se reposent, s'accouplent et elles mangent. En partant de ce principe, on utilise la technique des plantes pièges. Il s'agit de mettre en place de la végétation autour des cultures, telles que le maïs. Cette végétation constituera des abris pour les mouches. Sur ces bordures, vous appliquerez un traitement par tâche avec un attractif alimentaire. Il est donc inutile de traiter directement sur la culture. Pour le traitement par tâche, le produit utilisé est le Cinisapa. C'est un attractif alimentaire composé à 99,8% de protéines et à 0,2% d'un biopesticide. Le Cinisapa est fatal pour les mouches car attirées par l'odeur des protéines, elles viennent sur la tâche, les mangent et en meurent. Cette méthode a plusieurs avantages. Elle est économiquement plus intéressante pour l'agriculteur. Il n'y a aucun résidu sur la culture puisque tous les traitements se font sur la bordure. Et enfin, les conséquences environnementales sont infimes. La quantité de polluants à l'hectare est négligeable et les insectes utiles, comme les abeilles, sont préservés. C'est pour cela que le Cinisapa est autorisé en agriculture biologique. La méthode Gammo, pour nous, c'est au niveau du groupement des agriculteurs bio, c'est très très important parce que comme on ne peut pas mettre d'insecticides chimiques, il faut qu'on puisse lutter contre les ravageurs. Voilà, donc pour nous, c'est important d'utiliser la méthode, en tout cas d'utiliser la méthode Gammo, autorisée en agriculture biologique, du fait que c'est d'origine naturelle. La pratique du piégeage de masse des mouches des légumes est un piégeage sexuel. En éradiquant les mâles, on empêche la reproduction des mouches et donc leur prolifération. La phéromone utilisée, le culure, est efficace pour 2 des 3 espèces des mouches des légumes. Elle ne va pas attirer les pollinisateurs et autres ennemis naturels. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser des insecticides complémentaires. On installe sur ma treille, dessous mes treilles, à distance de 10 à 15 mètres, des rangées de 10-15 mètres comme ça. Ils déposent ça tous les 3 mois, ils changent les plaquettes à l'intérieur et puis c'est tout. Hein. Ce système de protection ne nécessite aucun entretien. Chaque piège est efficace 3 mois. Aujourd'hui, vu avec le matériel que j'ai mis à ma disposition, grosso modo, moi l'ai évalué à peu près à 1400-1500 €. Donc, il veut dire avec les produits aujourd'hui que je traite, anciennement que je traitais ensemble, qui coûtaient dans les 4-5 000 €, déjà, voilà les gagnants, l'agriculteur est gagnant. Nous savons, depuis près d'un demi-siècle, que par leurs racines, les plantes se lient étroitement à des champignons du sol pour former des mycorhizes. Invisibles à l'œil nu, ils sont étudiés dans les laboratoires. Donc moi j'ai toujours été passionné par le sol, donc que ce soit dans son état physique ou biologique, et je suis à chaque fois stupéfait en fait de la complexité en fait de toutes les interactions qui peuvent se passer donc entre tous les êtres vivants dans un sol. C'est gigantissime, c'est énorme, on n'en connaît pas encore le quart, la moitié, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est vraiment passionnant parce qu'on s'aperçoit en fait qu'il y a un potentiel qui est sous nos pieds, qui encore aujourd'hui
peut-être sous-exploité, mais en tout cas c'est sûr qu'il est méconnu. Donc là, dans 1 gramme de sol, donc c'est à peu près l'équivalent donc, de cette cuillère, de cette petite cuillère en fait, on estime qu'on a 1 milliard en fait de bactéries. Et on a donc aussi 1 million quasi donc, de champignons. Ce sont des milliards d'êtres vivants microscopiques que les plantes rencontrent dès la germination. Certains les attaquent, d'autres, les auxiliaires, les aident à se développer. Les jeunes racines envoient dans le sol des signaux chimiques. Les champignons mycorhiziens reconnaissent ce signal qui les attire. Ils pénètrent dans les racines où ils forment une symbiose appelée mycorhize. C'est une alliance plante-champignon où chaque partenaire aide l'autre, le champignon formant une sorte de prolongement du système racinaire. La plante, grâce à la photosynthèse, fournit aux champignons de la nourriture. En échange, le champignon protège la plante et va chercher des éléments nutritifs qu'elle est incapable de trouver seule, en particulier le phosphore. Un même champignon peut mycorhizer avec plusieurs plantes, créant ainsi un réseau de communication souterrain. 80% des espèces de plantes sont capables de former cette symbiose. Olivier Essiane Ondeau mène des recherches sur la mycorhisation des blés. Vous voyez, ce qui nous intéresse, nous, pour la mycorhisation, ce sont les plaies fines. Cet espace-là, c'est un fragment de racine. Et là, on a des structures bleues. Les structures bleues obtenues après coloration, c'est les structures de champignons qu'on observe ici, par exemple. Là, on a une arbuscule. Et là, on a des ifs qui passent là. On voit des structures bleues, là aussi. Les arbuscules, ce sont des interfaces d'échange entre le champignon et la plante. Donc c'est au niveau de ces structures-là que se passent vraiment tous les échanges. Le fait que qu'une racine soit autant mycorhisée peut permettre aux champignons fongiques, aux pathogènes, de ne pas avoir sa place au niveau de la racine. Donc ça fait que pour les pathogènes du sol, c'est un peu difficile d'aller infecter une racine qui est déjà saturée, si vous voulez. Donc voilà, c'est d'où le caractère bioprotecteur des champignons mycorhizogènes. Ça veut dire qu'ils s'installent, ils protègent leurs partenaires. Donc voilà, ça aussi ça a été prouvé déjà ici au laboratoire, que le champignon aide les plantes à résister à la sécheresse, à aller chercher de l'eau plus en profondeur ou dans les environs plus... voilà. Je vais mettre le zoom encore. Quand même. La mycorhize, par rapport à ses bénéfices,
par rapport à sa qualité, se présente un peu comme une alternative sérieuse par rapport à l'utilisation abusive d'intrants chimiques en agriculture, quoi. Donc, ce qui fait que l'utiliser surtout pour la reconversion en agriculture biologique ou à faible intrants chimiques reste quand même quelque chose à développer, quoi. Il y a des perspectives parce que ce que j'étudie sur le blé, qui est une céréale qui n'est pas cultivée chez moi, j'avoue, mais je peux utiliser toutes ces techniques sur le maïs qui est très cultivé chez moi, quoi. Et il y a plein de plantes vivrières qui ne connaissent pas trop ce genre d'approche. Et ce serait très bien que des choses comme ça soient faites. Et c'est pourquoi je suis content d'apprendre des choses comme ça ici, pour pouvoir un jour, si Dieu le veut, apporter ça là-bas. Là, derrière moi, on a 120 variétés anciennes de blé. Et on a vraiment des blés sauvages, comme l'Aegilops derrière, qui est vraiment le sauvage, le blé très ancien parmi eux. Des engrains, des amidoniens, des blés durs, des blés tendres. On a vraiment toute la chronologie de l'évolution du blé en fonction de leur croisement naturel. Et c'est toute l'évolution qu'on peut observer dans cette parcelle. Donc, ce que j'ai observé, c'est que les blés récents et les blés anciens faisaient la mycorhize. Mais lorsque j'ai étudié un peu les bénéfices, c'est-à-dire les rendements, la biomasse, la qualité du grain, au niveau des variétés récentes, on n'avait pas d'effet mycorhizien, c'est-à-dire que les variétés récentes ne tiraient pas des bénéfices de la symbiose qu'elles formaient. Et lorsque j'ai observé les variétés anciennes, je me suis rendu compte que pour une plante mycorhizée, la biomasse était déjà plus importante. Les rendements étaient plus importants et j'avais des blés de qualité supérieure chez les plantes mycorhizées. Bon, si je compare, je dirais que les variétés anciennes, à l'aide de la mycorhize, rattrapent un peu le retard qu'elles avaient, puisque les variétés récentes ont été sélectionnées pour produire en quantité. Et avec la mycorhize, on rattrape un peu ce retard-là, quoi. La majorité des plantes qui nous nourrissent sont capables de former des mycorhizes. L'équipe de recherche de Daniel Wipf a mis en évidence de nombreux intérêts de cette symbiose. Vous avez ici l'exemple de travaux menés sur l'olivier où vous pouvez voir par comparaison deux plants d'olivier non mycorhizés, non inoculés et des plants d'olivier sur lesquels nous avons appliqué le champignon mycorhizogène qui donc ont formé des mycorhizes. Et vous voyez la différence de taille entre ces plants. Et surtout, ce qui est aussi important à remarquer au niveau du pore des plants mycorhizés, c'est qu'on a un pore et un développement très homogène de la production, ce qui est important en termes de rentabilité économique d'une production d'oliviers par exemple. Et vous voyez ici que pour les oliviers non mycorhizés, on a de fortes différences dans le développement au niveau de la taille, au niveau du pore. On pourrait tout à fait amener ces plants non mycorhizés à avoir le même stade de développement que les plants mycorhizés en fournissant des engrais, etc. Simplement ici, tout est traité sans apport d'engrais autre que le sol, qui est un sol naturel, qu'on a stérilisé pour être sûr que l'effet, la différence, soit bien dû aux champignons que nous avons amenés. Et on fait des travaux un petit peu similaires, alors c'est des plantes plus modèles, telles que par exemple le trèfle. Vous pouvez voir aussi ici un apport au niveau du développement du trèfle qui a été mycorhizé par rapport au trèfle qui a été non mycorhizé, qui n'a pas été inoculé et qui donc se développe de façon moins significative. Les avantages spectaculaires apportés par les mycorhizes en conditions naturelles ne sont pas observés sur les variétés industrielles sélectionnées avec des engrais chimiques et des pesticides. C'est pourquoi, pour permettre aux agriculteurs qui achètent leurs semences chaque année de bénéficier des effets de la mycorhisation, les sélectionneurs commencent à prendre en compte ce potentiel.
l'enjeu des recherches que nous menons avec le semencier Paname Semences est justement d'aller vers une nouvelle type de sélection de variétés de plantes de grande culture, puisque ça fait très longtemps que les plantes de grande culture ont été sélectionnées pour leur réponse aux intrants chimiques de synthèse, c'est-à-dire engrais, herbicides, etc. Mais ça ne favorise pas du tout le potentiel des micro-organismes du sol, puisqu'elles n'ont pas été sélectionnées pour tirer la réponse maximale vraiment de cette association qui existe par défaut en conditions naturelles. Et donc l'enjeu de travaux comme celui que nous menons ici, c'est d'aller vers une sélection de variétés qui répondent positivement et d'une façon très très bonne à l'interaction avec les mycorhizes. Est-ce qu'il y en a dans le sol déjà des champignons? Dans un sol naturel, il y en a, parce que ces champignons et la mycorhize en elle-même est apparue sur Terre il y a à peu près 400 à 450 millions d'années. Et on pense que c'est cette association mycorhize-arbuscule qui a permis aux plantes primaires de coloniser la surface de la Terre. Et donc dans un sol tout à fait naturel, non traité, il y a effectivement déjà une variété de champignons présents. Et pourquoi donc vous en mettez là? Alors donc là on en met parce qu'on essaie de trouver des solutions aussi aux sols agricoles qui ont été gérés dans le cadre de la première révolution verte. Et on a quand même eu des utilisations massives de fongicides par exemple. Et donc on se rend compte, nous quand on fait des analyses, qu'il y a très peu de diversité, voire presque rien, de ces champignons qui restent dans les sols cultivés de façon intensive, aussi par certains systèmes de rotation. Et donc l'idée est de restaurer le potentiel des sols. De plus en plus d'agriculteurs s'intéressent aux blés anciens, tant pour leur goût que pour leur adaptation à l'agriculture biologique. Nicolas Suppiot, paysan boulanger, en ressème d'année en année pour faire son pain. On peut aussi être un peu anthropomorphe, je crois que c'est pas forcément idiot. Je veux dire, si vous mettez dans un milieu rural quelqu'un qui doit se démerder pour manger, qui a toujours eu qu'à descendre au McDo, etc., vous le mettez dans des conditions, il doit apprendre à se nourrir, il n'y arrive pas. Et les variétés, et c'est là que, et je tiens vraiment à faire le lien avec l'agronomie, parce que les variétés ne sont pas tout, l'agronomie n'est pas tout. Je crois que c'est les deux liés. Et vos pratiques agronomiques vont orienter la sélection de vos blés. Vous faites des labours profonds, vous mettez de l'azote soluble, etc. Vous avez des plantes qui n'ont plus la nécessité de développer un système racinaire. De même que vous êtes nourri sous perfusion, vous n'avez plus besoin de la nécessité d'un système digestif. Au fur et à mesure de plusieurs générations, vous aurez une atrophie du système digestif. C'est absolument certain, il n'a plus d'utilité. Et des blés modernes et des blés anciens, vous les mettez côte à côte, celui qui sort des stations et celui qui sort de Méchant dans de la prairie. Je peux vous dire que le système racinaire, prenez un exemple tout simple, vous essayez de les arracher au mois de juillet. Il y en a un que tu prends comme ça, dans le même sol, tu l'arraches à la main sans problème. L'autre, tu t'es fait un tour de rein avant d'avoir réussi à le déraciner. Bernard Renault, il le montre bien aussi avec les fruitiers de variétés anciennes et de variétés modernes. Il y en a, il le prend, le machin, il bouge dans tous les sens, il n'a pas d'enracinement profond, etc. Donc la façon dont on sélectionne, entre guillemets, nos espèces, elle est vitale. J'avais bouquiné un livre où on parlait d'agroforesterie, faire pousser des arbres au milieu des champs. Chez moi, j'ai fait un essai où on a planté des arbres dans la parcelle. On a planté des lignes d'arbres et je passe avec mes outils au milieu. Et en fait, ces arbres, c'est l'habitat de tous les insectes, les papillons, les carabes, plein d'insectes qui vont venir dévorer les ravageurs de mes cultures. Et ça va me permettre de lutter biologiquement contre des problèmes sanitaires. Quand on regarde une forêt plantée par l'homme, on n'a mis que des peupliers, que des chênes, que des érables. Au premier coup de vent, rappelez-vous, en 2000, toutes ces forêts-là sont tombées. Quand on regarde une forêt naturelle, la forêt amazonienne ne tombe jamais, même quand il y a des coups de vent. Et en fait, la nature a supplanté une diversité d'arbres, des arbres qui vont monter très haut, des arbres qui vont très bas, des petits arbustes. C'est ça la diversité. Et c'est ça qu'il faut remettre dans notre champ. Quand moi je fais une grande parcelle avec une variété de blé, une seule variété sensible à une maladie, il faut bien comprendre que quand le champignon vecteur de la maladie arrive à l'entrée de la parcelle, pour lui, il a un plateau d'argent devant lui. Toute la parcelle va être sensible à ce champignon, donc il va envahir la parcelle. Donc moi, je vais ruser en utilisant plusieurs variétés qui ont des résistances différentes. Et ça me permet finalement d'éviter la propagation des maladies. Et on peut aller beaucoup plus loin en associant des plantes. Parce que chaque plante a des avantages et des inconvénients. Donc c'est à nous, paysans, de savoir quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Et on va adapter les plantes par rapport aux problèmes que l'on a dans nos sols. Et c'est ça le challenge de demain qu'il va falloir relever. On
En associant des arbres aux cultures, toutes ces interactions positives entre plantes, insectes et champignons du sol entrent en synergie. Fabien Liagre est ingénieur agronome. Il travaille en partenariat avec l'INRA de Montpellier sur cette parcelle expérimentale qui associe des noyers aux grandes cultures. L'agroforesterie, c'est un système de production qui est basé sur les principes de l'agroécologie et qui remonte aux premières pratiques d'agriculture qu'on connaît. Ça, par exemple, les pratiques d'étêtage, des frênes pour donner à manger aux animaux, c'est quelque chose qui remonte au néolithique. Donc les agriculteurs avaient un peu l'habitude de travailler avec les arbres dans leur système de production. Là, on remet des arbres parce qu'en fait, on va travailler sur des systèmes à faible intrant et puis pour essayer de préparer un petit peu l'après-pétrole, je dirais. Et donc on va redonner une fonction agronomique à l'arbre, que ça soit par rapport à une fonction de production de biomasse, bois d'œuvre ou autre, et puis surtout une fonction agroécologique par rapport à la fertilité naturelle des sols, pour favoriser la biodiversité, donc les auxiliaires des cultures, et pour créer donc un climat qui pourrait être favorable par rapport au changement climatique qu'on nous annonce. Souvent, quand on parle d'arbres, on pense souvent à la litière des feuilles qui va venir se dégrader à la surface du sol et qui va venir enrichir le sol. On oublie aussi souvent que l'arbre va faire une litière racinaire, souterraine, donc des racines fines. Chaque année, il va faire des cycles de production, 2 ou 3 cycles de production de racines fines, qui va venir stimuler la vie biologique des sols. Et là, on est vraiment sur un processus de long terme de fertilité des sols et qui explique justement qu'au bout de 20-30 ans, on a des taux de matière organique, souvent de 50% plus élevés en agroforesterie que dans les systèmes sans arbres. La culture va obliger l'arbre à faire des racines en profondeur. Donc là, dans une parcelle avec une dizaine d'années d'âge, simplement, on a un filet racinaire qui va se créer sur toute la parcelle. Donc ça, c'est intéressant pour différents niveaux, à commencer par exemple par rapport à la qualité de l'eau, mais également donc par ces échanges qu'on peut avoir au niveau des racines, entre les racines des cultures intercalaires et les racines des arbres, et justement par le jeu des mycorhizes. Ce qu'on a pu mesurer dans les analyses de sol, en microbiologie, c'est que dans ces parcelles agroforestières, au niveau des cultures qui sont associées aux arbres, on a quasiment 2 fois plus de mycorhizes par rapport à la même culture mais sans arbres. Et donc ça, c'est vachement intéressant justement par rapport à la capacité de ces cultures intercalaires associées aux arbres à pouvoir s'alimenter en eau, en nutriments dans son propre milieu. Et donc c'est des cultures qui sont en meilleure santé, qui sont capables de mieux résister par exemple aux aléas climatiques. En cas de sécheresse, on remarque que finalement, dans des parcelles adultes, on pourrait supposer où il y a une forte compétition entre l'arbre et la culture, finalement la culture elle se comporte beaucoup mieux que la même culture mais sans arbre, qui souffre beaucoup plus de la sécheresse, du coup de soleil, du dessèchement. Et on a pu mesurer ça, notamment c'est au printemps, quand vous avez des températures printanières très élevées, vous avez un stress au niveau de la culture pure qui est beaucoup plus élevé qu'au niveau de la culture qui est associée aux arbres. On voit ici un petit départ de mycélium blanc, de champignons, et tout ça, c'est dû à cette matière organique qui est tombée. Là, il y a plein d'araignées partout, il y a plein d'insectes. Ce bois, dans 2-3 ans, il n'y en aura plus. Les feuilles sont tombées dessus. On a une formation de litière qui elle-même va donner de l'humus. C'est ce modèle-là que l'on essaye de reproduire en agriculture. D'après les idées proposées par M. Lemieux, l'élément central en forêt de la redynamisation, de la récupération du sol, c'est toutes ces petites branches, ces ramilles qui retournent en quantité importante au sol continuellement dans une forêt. Et c'est de là que redémarre la vie. Ici, on est dans un coteau assez pentu, une jeune vigne, et sur le haut, il y avait un problème d'érosion. Il se formait
un fossé d'érosion. Et un peu par hasard, le propriétaire qui voyait des gens qui faisaient de l'élagage, on a demandé à ce qu'on lui porte les produits de l'élagage dans son trou d'érosion. Et dans les mois qui ont suivi, il trouvait qu'il y avait des réactions inhabituelles de la vigne, elle était beaucoup moins sèche, etc., que les autres plantes plus jeunes. Les BRF, on s'est aperçu que c'était un peu comme l'amorce ou la nourriture, excusez l'image trop facile, mais qui relance la vie dans le sol. Systématiquement, quand on amenait du BRF, on augmentait les rendements, toutes choses égales par ailleurs. C'est-à-dire on gardait les mêmes schémas de culture et de fertilisation. Donc ça voulait dire que cet ajout de matière organique jouait vraiment quelque part. Connaissez-vous le BRF? Non, je ne connais pas le BRF. Donc c'est le bois raméal fragmenté. C'est les rameaux des arbres qui est passé à un broyeur, coupé en petits morceaux pour accélérer sa décomposition. Et sitôt qu'il est broyé, on le dépose en surface sur le sol à raison de 2-3 cm pour la première application, pour booster les sols. D'accord, je connais donc le procédé. La première fois que j'avais vu ceci, c'était en Hollande. J'ai vu et je trouvais ça extraordinaire. Nous, on brûlait, et moi en Hollande, quand je les ai vus avec leurs machines à broyer et tout ceci retournait autour, j'ai trouvé ça extraordinaire. Quand on regarde sur leur polder, il y a beaucoup d'endroits où c'est uniquement du compost qui est fait comme ça, qui ramène la culture. Ici, on voit l'action du BRF. Donc il a 1 an ce BRF. Et on voit la qualité du sol, comment il est. Il est a priori gavé de matière organique. Certainement humifère parce qu'elle a vachement évolué. Il faut savoir qu'au départ c'était des morceaux de bois gros comme ça à peu près, et que l'on voit en 1 an et demi, on se retrouve avec que des petits morceaux de bois. Ça veut dire que ça a été vachement attaqué par la vie. Donc le travail sur le BRF nous permet de repositionner le débat autour de la lignine, et que sans doute la nutrition et la fertilité d'un sol ne seraient liées qu'au retour de matière organique potentiellement possible. Et donc ça passe bien par une augmentation des rendements de la photosynthèse, la réintroduction des plantes géantes et de plantes qui produisent des produits ligneux. Donc un mariage avec les arbres, mais sans doute avec les feuilles, puisque la feuille c'est moitié-moitié de cellulose et de lignine. Mais c'est aussi des pailles qui sont riches en lignine, quelque part. La Terre a mis 500 millions d'années à transformer le carbone, la vie, en pétrole. Nous le dévorons en 1 siècle. Comme tous les secteurs de l'économie, l'agriculture intensive est dopée à la pétrochimie sur des terres mortes. Aujourd'hui, on redécouvre l'intelligence productrice des systèmes vivants. Un peu partout, les agriculteurs font revivre leurs terres. Ils arrêtent de labourer. Ils sèment directement dans la végétation. Pour citer quelqu'un qui est en fait malheureusement disparu, il disait « Crois-tu, toi, que c'est en grattant la terre comme un coq que tu vas nous faire pousser quelque chose ? Et viens surtout pas détourner mon fils avec cette histoire-là. » Mais il rigolait, il nous prenait pour des rigolos. Il se fichait de notre poire. Alors là, on est en face d'un champ de maïs qui est émotionné il y a 1 heure. Derrière, le semis de blé commence en direct sur la végétation. On moissonne, on coupe et on sème. Le semis de blé, avant que j'étais en labour, il me fallait 40 litres de fioul à l'hectare. Et là, avec ce système-là, il ne m'en faut plus que 8 litres, entre 5 et 8 litres. Ça paraît complètement, disons, farfelu de mettre un semoir comme ça dans le champ. Effectivement, ça choque l'esprit. La France, il ne faut pas l'oublier, c'est le pays des laboureurs. Il faut voir toute la culture, le labourage, le pâturage sont les 2 mamelles de la France, etc. La totalité de la France est construite sur cette idée de travailler le sol. Here, spread over 40,000 square miles of our Great Plains, is probably the most spectacular, the most sudden, incredible erosion this country ever had. Millions of tons of topsoil blown away. Avant d'arriver en Europe, en passant par le Brésil, l'histoire commence dans l'Amérique des années 30,
avec la catastrophe du Dust Bowl, les sols qui partent en poussière. C'est la première grande sensibilisation à la perte de sol par l'agriculture. Et donc, à cette époque, les Américains ont décidé de prendre en main ou de mettre en place des politiques et d'encourager les agriculteurs dans des pratiques qui permettraient de conserver le patrimoine sol, puisque c'était l'outil de production. Ça avait été reconnu comme une ressource qui pouvait s'éroder et qui pouvait nuire après à la stabilité du pays en matière de fourniture alimentaire. Très rapidement, on s'est aperçu que si on laissait de la matière organique à la surface du sol, on allait amortir l'arrivée de l'eau. Et donc l'eau ne tombait plus sur la terre, l'eau tombait sur de la végétation et pouvait ensuite filtrer gentiment à travers le sol. Et donc là, on limitait très fortement la dégradation et les risques d'érosion. Il suffit de se placer au bord d'un fleuve, d'une rivière, aussi petite ou grande soit-elle en Bretagne, pour 24 heures après qu'une pluie de quelques 15-20 mm ne soit tombée. C'est un flot continu de terre. Bon, il était montré à Quimper que l'Odé charroie approximativement en période de crue 8 tonnes de terre par heure. Cette terre, c'est du phosphore, c'est toutes les molécules qui sont éventuellement pas dégradées, et c'est quand même la richesse du paysan. La richesse, c'est le patrimoine breton qui part à la mer. Voilà, l'eau a emporté la terre en fait avec elle. Elle se dépose, se décante ici, dans un premier temps. Et au jour d'aujourd'hui, c'est la profondeur de la lame de couteau qui correspond au transport de terre. C'est arrêté en bas de parcelle, c'est très bien, mais si cette terre-là part dans un cours d'eau, c'est forcément une pollution du cours d'eau. Et le phosphore qui nous pollue les plages et les bordures de côtes, c'est bien ça la cause. Le phosphore ne part pas autrement que dans les argiles et les limons. En parallèle du bio, de nouvelles techniques voient le jour. L'agriculture de conservation a pour objectif de préserver la fertilité naturelle des sols, à laquelle participent les mycorhizes. Benoît Lavier, agriculteur, expérimente l'agriculture de conservation. Alors l'agriculture de conservation, c'est quoi? Parce qu'on en parle, mais il faut la définir. Elle repose sur 3 piliers. La réduction jusqu'à l'abandon du travail du sol, la couverture permanente des sols, et puis la diversité des espèces présentes dans la parcelle, cultivées pour être vendues ou pas. Voilà. Donc concrètement, ça veut dire que on peut ne plus travailler du tout les sols. Hein. Alors, du tout, demandent les gens en général, oui, du tout. Voilà, on n'aura pas du tout travaillé le sol et c'est la plante et l'activité biologique du sol qui va permettre ça. Voilà. Alors la parcelle derrière, oui, c'est un blé qui a été implanté après une orge d'hiver. Voilà, on a modifié nos rotations aussi parce que l'orge d'hiver étant récoltée début juillet, on va dire, dans cette région, elle permet d'implanter un couvert qui va bien se développer. L'objectif de ce couvert, de ces plantes qu'on sème, c'est de couvrir rapidement le sol par son système racinaire, de structurer le sol, donc de remplacer un travail mécanique par un travail biologique qui se fait et par les racines et par l'activité biologique du sol. Alors il y avait un beau couvert qui devait être, quand on a semé, à peu près à la hauteur de ma poitrine, quelque chose comme ça. Donc ça change complètement notre manière de regarder l'agriculture et d'être regardé par les agriculteurs d'ailleurs, qui pour certains voisins nous prennent clairement pour des fous. Mais c'est extrêmement plaisant quand vous semez dans un couvert avec
avec une multitude ou une nuée de papillons et d'abeilles qui virevoltent autour et des oiseaux, on se dit que ouais, c'est plutôt sympa. Aujourd'hui, c'est un système de culture qui est inconnu en France et peu pratiqué et donc peu référencé aussi, puisque les instituts techniques ne travaillent pas sur ce système de culture, ou vraiment très peu, ne le maîtrisent du coup pas très bien. Et donc, c'est à nous, agriculteurs, d'aller chercher les chercheurs en leur disant on a besoin de vous pour nous aider sur ce, voilà, essayer de trouver des solutions. C'est aussi ce qui fait l'intérêt du truc aussi. Hein. Et ça fait combien d'années ça fait 4 ans. 4 ans, voilà. Ces systèmes très innovants posent de nombreuses questions. Bruno Chauvel, chercheur, vient étudier dans ce champ le comportement des herbes sauvages, que l'on nomme à tort mauvaises herbes ou adventices. Dès qu'on met en place une innovation dans le monde agricole, les mauvaises herbes posent à un moment donné un problème important. Alors on peut agir par du désherbage chimique, c'est encore la pratique qui est choisie ici sur ces systèmes-là, mais il y a d'autres pratiques. Il y a des pratiques de désherbage mécanique en agriculture biologique qui là ne sont pas accessibles. On est dans un choix de non-travail du sol, donc on oublie ce type de pratique. D'où le choix des couverts qui sont mis en place pour exercer une compétition. C'est encore une régulation biologique, mais c'est deux plantes qui sont en compétition les unes les autres et qui occupent l'espace. On attend du couvert des résidus qui sont encore visibles, hein, qui sont en surface, c'est qu'ils empêchent la germination de certaines mauvaises herbes, ou du moins des herbes qu'on ne souhaite pas présentes en même temps que le blé. Quand on se penche pour faire un levé de flore, on va sur le sol et on a pu observer depuis qu'on a commencé nos essais, donc il y a 6 mois, que la mousse, qui est quelque chose qui est généralement absent des milieux cultivés qui sont travaillés, est très présente dans ces milieux-là. La probabilité que ces mousses soient compétitrices vis-à-vis de la culture est très très faible, donc ça peut présenter un intérêt. Pour autant, est-ce que ça permet de limiter la croissance des populations adventices? Ça reste aussi à démontrer. Donc tout ça, ce sont des paris, ce sont des nouveaux pans de recherche ou de connaissances qui sont à mettre en place, et on découvre au fur et à mesure. Là, on peut remarquer qu'il y a pas mal de paillage, quoi. C'est comme l'année dernière, plus les résidus du couvert qui restent au sol, quoi. Et dessous, bon, ça garde la fraîcheur, bien sûr. Voilà. On voit encore les radicelles, terre poreuse. On a du beurre, quoi. Bon, on voit encore les fentes, là c'est dû au coup de disque c'est le passage du semoir. Du semoir de ce midi-rec, quoi. Bon, ça marque encore parce que ça fait 3 ans à peu près qu'on le fait. Et après, je pense qu'elles seront encore plus rumuleuses, plus fines. Et puis la vie mieux combien on va mieux travailler déjà. Voilà, et après, normalement, les fentes, on ne devrait plus les voir, quoi. Vu les hauteurs. 2,50 m. Près de 3, oui. 2,80 m, même certaines 3 là-bas. Ouais. Ah non, il est assez. Une fois qu'on rentre un peu à l'intérieur, on ne se voit plus. Et puis on n'a pas du tout irrigué. C'est ça le. Pas du tout d'irrigation.
On voit que la structure est rumuleuse, quoi. C'est assez frais, quoi. Pas d'irrigation du tout, rien. Et nos voisins, ils sont à 2 tours actuellement. Ils ont dû faire 2 passages. Voilà les vrais travailleurs. Il vaut mieux un animal comme ça qu'une charrue. Mais tu le tiens, papa, là. Vas-y, continue. Non, mais tu me l'as fait, là. Non, mais si, il faut le déterrer quand même. Hein. C'est friable, il faut voir, c'est incroyable. C'est ça mais il est ça verticalement, quoi. Si, là, continue là, sur le côté là. Non, mais fais levier doucement pour avoir le maximum de racines. Voilà. Qu'est-ce que l'on voit là? Ben voilà. Toutes les racines sont droites, c'est formidable. Il n'y a aucune contrainte de quoi que ce soit. Pas de semelle. Elle est droite et on voit toutes les radicelles dessus. Ce qui est important, c'est que les racines sont bien droites. C'est surtout ça qui est important. Ça veut dire que la plante, elle n'a pas de peine à descendre. Pour aller chercher l'eau qu'elle a besoin. Voilà, comme ça, vas-y. Vas-y, tu le tiens là. Essaye de ne pas l'éclater. À 25 cm. Bon, c'est incroyable. Oui. Voilà. Mais il faut essayer. Là, c'est droite. Hein. Voilà. Comme ça. Bien droite. Voilà. Allez, ta mèche. Voilà. Et la terre au-dessus, vous voyez, elle vient noire. Elle noircit. C'est la matière organique qui fait son boulot, quoi. Qui permet de faire ça. Mais vous, Maurice, c'est pas de votre époque. Non, pas du tout. Mais c'est-à-dire que moi, j'ai commencé à labourer très profond. 35 cm en gros. dans les années 60. Et on a labouré jusqu'en 95, quoi, d'ailleurs. Voilà. Et à ce moment-là, on était content de labourer profond, parce qu'il nous semblait qu'en labourant profond, on faisait des réserves d'eau. Et puis c'était à les mœurs à l'époque. Et c'était à les mœurs, et c'est tout le contraire. Oui. C'était le décompactage aussi. On décompactait aussi. Quand on était gamin. En plus, on décompactait très profond, à 35-40. Ouais. Croyant qu'on évitait l'irrigation avec ça, et puis total, je crois qu'on était complètement dans l'erreur. Et quand je vois ça maintenant. Oui, c'est clair. C'est clair. Il n'y a plus d'érosion, il y a. La terre s'enrichit automatiquement. Agronomiquement, c'est mieux, quoi. Voilà, agronomiquement, c'est bien mieux. On augmente le taux de matière organique. Voilà, exactement. Et alors, par contre, actuellement, ceux qui continuent à faire ce qu'on faisait dans le temps, eh bien, ils ont leur terre qui blanchit. L'irrigation à outrance, le poids des grosses puissances, pour rien souvent. Et ils tassent le sol, ils ont de l'érosion, et puis... De l'érosion, plus ils balancent de l'eau, et plus il faut qu'ils s'en balancent, quoi. Et un jour, c'est reconnu qu'ils auront leur terre comme une roche. Comme un rocher. Comme un rocher. Comme un rocher. Ils pourront mettre de l'engrais, de l'eau, il n'y a rien qui poussera. Et la terre devient hétérogène parce qu'ils remontent la terre sous-sol pour avoir matière organique, et il y a des zones blanches, des ronds, quoi. Et la fertilité du sol disparaît. Plus de vers de terre, plus de micro-organismes, tout est mort. Il faut le sol vivant. Si on n'a pas le sol vivant, on perd tout. On perd la matière organique, on perd tout. Au moment où on commence à considérer la Terre comme un organisme, exactement comme notre propre corps, à ce moment-là, on commence à comprendre comment elle peut fonctionner. Et c'est vraiment d'intégrer l'ensemble de ces moyens d'expression. C'est en intégrant tout ça qu'on arrivera à solutionner tous les problèmes de désertification, de famine, les grands enjeux qui nous attendent au cours de ce XXIe siècle. À quoi servirait de proposer aux agriculteurs une protection phytosanitaire qui soit saine, qui soit respectueuse de l'environnement, qui soit rentable, si elle ne s'inscrivait pas dans une démarche beaucoup plus globale, celle de la gestion purement et simplement du système de culture dans une exploitation, de façon à préserver par exemple la fertilité du sol, de façon à lutter contre l'érosion, à lutter contre l'évapotranspiration, à optimiser l'irrigation, etc. Cette logique, ce raisonnement agroécologique, en fait, il ne représente rien d'autre qu'une première marche vers une agriculture durable, vraiment durable, c'est-à-dire rentable pour l'agriculteur, socialement équitable, respectueuse de l'environnement et respectueuse pour la santé.